Le dimanche à midi, c'est l'invité star sur Radio Star avec Gilbert Bourguignon. Bonjour et bienvenue, l'invité star de ce dimanche. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Charles Debonneau. On va parler de football, de l'Olympique de Marseille, mais surtout de cette superbe et fabuleuse époque, les Minots. Bonjour Jean-Charles. Salut Gilles. Salut Gilles, j'aime bien. On rentre dans le jeu. J'ai l'impression d'avoir affaire à Bernard Laporte. Jean-Charles, alors, cette époque des Minots, c'est une époque fabuleuse. J'ai même envie de dire que c'est une histoire du club, tout simplement, parce que nous avons commencé très jeunes. On dit pourquoi les Minots? Tout simplement parce que nous étions tous issus des quartiers de Marseille. C'est-à-dire que toute cette équipe-là qui a fait remonter le club en première division, tous les joueurs qui ont évolué à l'époque étaient des quartiers de Marseille, c'est-à-dire de Saint-Loup, de la Provençale, de Saint-Louis, de la Grande Bastide, d'où je viens, des Cailloles, de Septem. Et on nous appelait les Minots. Pourquoi les Minots? Parce que c'est bien marseillais et ce qui représentait un petit peu notre équipe. On a commencé très tôt, puisqu'on a commencé à l'âge de 15 ans à tous jouer ensemble. On a été champion de France cadet à l'époque des moins de 15, moins de 16. On a été champion de France avec la Ligue de la Méditerranée où nous étions à peu près 6 ou 7 dans l'équipe. Et puis par la suite, en 78-79, on est malheureusement les seuls à avoir gagné cette Coupe Gambardella en junior. Nous avons été champions de France avec l'équipe des Minots, d'où l'intérêt de l'Olympique de Marseille de nous faire signer tous un contrat très rapidement professionnel, suite à la liquidation bien sûr, où on a relevé le club, où on a fait beaucoup de choses. C'est pour ça que je dis que c'est une histoire et une page de l'histoire du club de l'Olympique de Marseille, parce qu'on a souvent tendance à oublier. Alors on n'est pas là pour revendiquer notre histoire, mais de temps en temps ça fait un petit peu plaisir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se rappellent que de 93. Mais sans nous, je pense que le club aujourd'hui peut-être n'aurait pas toutes ses références, ne serait pas au niveau où est-ce qu'il se trouve. Donc voilà, alors après, bien sûr, comme je dis, on a fait cette évolution, on a été projeté par les dirigeants marseillais, puisque à l'époque, il n'y avait plus du tout d'argent. Nous, on a joué pour l'amour du maillot, parce que on touchait absolument rien du tout. Nous étions stagiaires au départ. Après, nous avons signé professionnel, bien sûr. Je peux même dire mon salaire, puisque j'en ai pas honte, j'en suis même fier. À l'époque, c'était en France, c'était 4600 francs par mois, ce qui représente à peu près... un peu moins que le SMIC. 800 euros. 600 euros, entre 600 et 800 euros par mois en étant professionnel. Mais on était fiers, on était contents de porter ce maillot de l'Olympique de Marseille, d'évoluer dans le stade Vélodrome, avec notre famille, avec nos amis. Voilà, nous, c'était tout simplement de se dire, nous, aujourd'hui, on a un défi à relever. C'est de faire remonter ce club, de montrer à toutes ces personnes qu'on est capable d'évoluer au meilleur niveau, et ça a été le cas. Alors Jean-Charles Debonneau, je vous le rappelle, l'invité star de ce dimanche, ancien minot de l'Olympique de Marseille, consultant à l'OMTV. Jean-Charles, quels étaient les joueurs de l'époque? Alors, le gardien de but était Marc Lévy, celui qui a été entraîneur des gardiens de l'Olympique de Marseille. Il y a eu José Anigo, que tout le monde connaît bien sûr, qui était l'entraîneur, directeur sportif de l'OM. Il y a eu Jacques Lopez, le baron, ce qu'on appelait les marrons, parce qu'on avait tous des surnoms. Christian Caminetti, qui a évolué après sous dessus. Thierry Chancel. Au milieu de terrain, il y avait Michel Floss, Marcel De Falco. Michel Floss, qui est aujourd'hui à la cellule de recrutement de l'Olympique de Marseille. Marcel De Falco, Jean-Yves Francini, moi. Et devant, on avait Michel Castellani, on avait Marc Pascal, on avait François Lapinta, voilà, que des Marseillais, donc on tournait cet effectif. Après, on avait des plus jeunes joueurs qui étaient Serge Blum, un autre gars, avec d'autres joueurs qui arrivaient un petit peu plus jeunes. Donc voilà, on a fait l'évolution de ce club avec que des Marseillais, et aujourd'hui, le club se retrouve au plus haut niveau. Donc c'était l'époque des Minots, quelle année? Alors nous avons commencé à reprendre le club fin 80, 81. Début 81, et de 81 à 85, jusqu'à la remontée en 83-84. Quel était l'entraîneur? Roland Gansart, entraîneur-joueur. Alors je ne l'ai pas cité dans l'équipe, mais c'était l'entraîneur-joueur, le plus jeune entraîneur du championnat de France. À 28 ans, c'était le seul entraîneur de la deuxième division qui est remonté plus tard en Ligue 1. Donc voilà, c'était une vraie famille, un vrai club de familial avec tout ce qui se comporte autour, les familles, c'est-à-dire les familles des joueurs, les amis qui venaient, qui étaient très proches de nous, on s'est chauffé notamment sur les carrés au Vélodrome. Quand on joue au Vélodrome, on s'est chauffé devant le Jambouin, où il y avait les petits carrés verts, les supporters passaient devant nous, discutaient avec nous. Voilà, c'était un petit peu folklorique, mais c'était vraiment sympathique. Il y avait beaucoup de supporters à l'époque? Je crois, alors, pour pas dire de bêtises, si je me trompe bien, il y a certainement des personnes qui confirmeront, je crois qu'on avait fait la meilleure affluence de première et deuxième division. Nous, on était en deuxième division, on avait fait la meilleure affluence du championnat de France de première et deuxième division. C'est-à-dire 17, pas loin de 18 000 supporters marseillais dans le stade. Là, c'était une ambiance de folie. Déjà la folie avec de jeunes joueurs que personne ne connaissait, puisqu'on était en junior et puis en troisième division.
Donc voilà, c'était la surprise pour tout le monde. Je pense que ça a été une agréable surprise. Et après, tout s'enchaîne. Votre carrière, les Minots, vous avez vécu de belles époques après. Alors, ma carrière, moi, personnellement, c'est vrai qu'on a vu des moments très, très forts entre nous, puisque bon, on est toujours amis, on se voit assez souvent. Le problème, c'est qu'après, l'année où nous sommes montés en 83-84 en première division, le président a eu un petit peu quelques folies de vouloir prendre des noms, ce qui a cassé un petit peu la dynamique des Minots. Donc nous, on est partis sous d'autres cieux. Moi, j'ai eu l'occasion de partir chez les champions de France, les Girondins de Bordeaux, où j'ai été moi-même champion de France et j'ai gagné 2 Coupes de France. Donc c'était pas une mauvaise situation pour moi, même si j'ai pas trop joué, puisque à mon poste, ou à leur poste, il y avait Jean Tigana, René Girard, que tout le monde connaît, Thierry Tussaud, donc voilà, et Alain Giresse dans le milieu de terrain. Donc voilà, c'était pour moi un passage important aussi de pouvoir évoluer dans un club extraordinaire, peut-être le club le plus structuré de France, puisque l'entraîneur était quand même l'entraîneur champion du monde, Aimé Jacquet aussi. Président Bèze ? Président, c'était Claude Besse, un très très grand président. Ça, c'était un monsieur que malheureusement décédé aujourd'hui, mais qui vraiment a beaucoup apporté au football français, mais surtout un président qui adorait ses joueurs, qui était respectueux envers nous. Quand il avait quelque chose à dire, on ne le voyait pas souvent, hein, c'était un président qu'on ne voyait pas souvent, mais quand il venait au Hayan nous voir, ou nous voir au vestiaire, il fermait la porte, il dit voilà, aujourd'hui j'ai quelque chose à vous dire, si ça sort du vestiaire, c'est vous les responsables. Et que vous qui le savez. Et tout le temps, il nous protégeait de quoi que ce soit, de la presse, des gens, tout ce qui se passait autour. C'était vraiment une personne très honnête et surtout très très forte dans son métier. Et quand Jean-Charles de Bonneau se déplaçait avec les Girondins de Bordeaux au stade Vélodrome ? Alors, j'ai déjà une première image. J'avais fait un match amical sur mon transfert au Vélodrome. Bon, j'avais bien été accepté. C'est vrai que le public était encore sous le charme, entre guillemets, de Bonneau, puisque je venais à peine de partir, il y avait quasiment 1 mois et demi. Ça allait. Après, par la suite, quand il y avait la concurrence entre Besse, bien sûr, et le président Bernard Tapie, ça a été un petit peu une évolution différente. C'est-à-dire que bon, c'était un petit peu tous les noms d'oiseaux. Ça fait partie du jeu, hein, attention. On se fait un peu critiquer, mais bon, ça faisait partie du jeu. On savait que quand on revenait à Marseille, si on battait l'Olympique de Marseille, les gens nous aimaient, mais en contrepartie, avant toute chose, c'était l'OM. C'était l'OM. Ce qui était tout à fait logique, et je le respecte. Bon, quand je rencontre toutes ces personnes, quand je les vois dans la rue ou que je discute avec eux, ils sont toujours autant sympathiques et ils m'apprécient toujours autant. Bordeaux, les Girondins, qu'est-ce qui se passe après ? Alors après Bordeaux, je m'en vais à Bastia. Et là, je retrouve mon ex-entraîneur, Roland Gansart. Et là, c'est en 2e division, donc on loupe la montée de très peu. Et là, une nouvelle fois, je joue contre l'Olympique de Marseille en Coupe de France. Alors, nous devions recevoir l'OM à Foriani. Et bien sûr, Bernard Tapie, avec sa grosse gueule, hein, que l'on connaît, son pouvoir, avait fait inverser le match. Et on avait joué du côté de Martigues. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui s'en rappellent, certainement, parce que c'était l'époque où il y avait la grosse équipe. Il y avait Domer, il y avait Leroux, il y avait Bell, il y avait Giresse, il y avait Alof, il y avait Papin, il y avait le stopper, là. Ah, je vous aiderai pas. Je ne me rappelle plus, il y avait tellement de grands joueurs, donc c'était vraiment une équipe Ayash, il y avait vraiment de très très grands, Karl-Heinz Foster. Donc voilà, c'était. Et puis on les bat 1-0, on a été dominé pendant 88 minutes. On marque un but de la tête, c'est Tricky qui marque sur un corner. Alors là, les noms d'oiseaux, ils ont. Ça volait. Ça volait très bas d'ailleurs. Là, je me suis fait un petit peu insulter par tout le monde. Mais bon, comme je dis, ça fait partie du jeu. Ce qui est désolant, c'est que ces gens-là m'ont supporté pendant des années, nous ont adulés pendant des années, et par la suite, je veux dire, je veux bien être critiqué, mais insulté, non. Ouais. C'est un petit peu gênant. Donc, et comme moi, en tant que Marseillais, je suis un peu impulsif. Donc, ça m'est arrivé d'aller au bord de la tribune et même moi-même d'aller un petit peu leur répondre parce que j'ai un caractère assez chaud, comme on dit chez nous. Et donc, l'évolution, alors, il y a Bastia, et après... Il y a Bastia pendant 4 saisons. J'avais 5 saisons, donc au bout de la 5e année, je résilie mon contrat parce qu'il y a Roland Courbis qui m'appelle, qui est en Doom, et qui me demande de venir à Marseille avec José Anigo, Michel Floss, Marcel De Falco, Francini, tous des ex-olympiens. Et j'avais envie de rentrer. Donc je signe une année. Ça se passe à peu près bien. Bon, bien sûr, on connaît en double, beaucoup de problèmes financiers, payé, pas payé, enfin, tu viens pas, le stade, pas les stades. Donc, j'ai fait une saison, on loupe la montée de rien en seconde division. Et puis par la suite, après, j'ai préféré arrêter ma carrière, aller m'amuser en amateur du côté de Cassis. Et puis depuis 2000, je suis à l'OM TV où j'ai une reconversion. Alors j'allais y venir. Comment l'OM est venu vous chercher ? Alors ça a été, je dirais, une surprise.
puisque à l'époque, l'OMTV était situé du côté de la Blancarde, dans le virage, la Faillerie, et on me téléphone, un gars qui était supporter et qui était fan de moi à l'époque à l'Olympique de Marseille, qui travaillait à OMTV, me téléphone pour venir à une émission, comme vous d'ailleurs, et me faire participer à une émission, et ça leur a bien plu. Le directeur de l'antenne m'a dit: Jean-Charles, si ça t'intéresse, ce que tu as dit, ça nous a bien plu, tu es intéressant dans tes propos, ça serait bien que tu puisses revenir. Alors moi, comme jeune Marseillais, je lui dis, enfin un peu moins jeune, mais tu sais, moi la télévision, je connais pas, il faut pas tout prendre au premier degré, parce que par moment, je risque de dire des bêtises ou de parler véritablement marseillais. Il me dit: non, mais c'est ce qu'on recherche, un vrai Marseillais. Je lui dis: écoute, je veux bien faire un essai, une deuxième ou une troisième fois. Et puis il m'a dit: écoute, tu fais affaire, tu nous intéresses. Et depuis ce jour, depuis 2000, je suis à la télé. Donc ça fait 15 ans. 15 ans que vous êtes 15 ans que je suis à OMTV, oui. Ah, dis donc. Comme quoi, l'accent marseillais passe bien. Hein. Ouais. Merci Jean-Charles, c'est la fin de notre invité star. Alors, on l'a laissé parler, on pourrait parler pendant plus d'une demi-heure. Ah, j'en ai des choses à dire. Hein. Mais une petite histoire. Voilà, il faudra revenir Jean-Charles. Et puis je rappelle que vous aurez tous vos potes dans une semaine. Vous aurez tous vos le 29, oui. Le 29 août, je fais une soirée dans mon restaurant, une soirée avec DJ, musique, on va se régaler, on va s'éclater. Alors c'est à la Fourragère. Voilà, les apéros de la Fourragère, tout simplement. Je fais un petit coup de pub. Avec modération. Hein. Avec modération et des anciens joueurs. Et des anciens joueurs. Et des joueurs peut-être actuels. Je vous souhaite un bon dimanche à l'écoute de Radio Star et je vous retrouve avec plaisir dimanche prochain. Radio Star.